Bonjour à tous. Je propose d'attendre encore une minute que les retardataires arrivent. Pour être certain que tout le monde puisse participer, on commencera à 12h35 pour être vraiment certain. Le but, l'exposé est divisé en 4 parties. Je prendrai les 2 premières pour mon compte. Donc, je suis Benjamin Marchandise et Camille Richel prendra les 2 dernières pour elle. N'hésitez surtout pas à nous interrompre ou à nous poser des questions. Le but, c'est que ce soit interactif. Le but n'est pas que ce soit un exposé théorique, mais justement compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, qu'on soit pratique. Le timing en tant que tel, c'est 3 quarts d'heure d'exposé avec un dernier quart d'heure de questions-réponses, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est qu'on aura peut-être été clair. Ce qui est le but, évidemment. Voilà, bonjour à tous. Benjamin Marchandise, merci d'être présent pour notre webinaire sur le temps du midi. Bon appétit à tous ceux qui sont encore en train de déjeuner.
On va commencer avec un sujet malheureusement et tristement d'actualité, la situation d'insolvabilité qui peuvent se produire tant dans le chef de certains créanciers qui souhaitent être payés que d'un débiteur et de leurs administrateurs. L'exposé se fera en 4 parties, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je prends les deux premières à ma charge et Camille s'occupera des 2 dernières sections. N'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, éventuellement avec des cas pratiques que vous auriez vous-même vécu dans le cadre de vos activités professionnelles. L'introduction, donc on y est. Les 4 parties sont la partie numéro 1, wrongful trading, donc la poursuite d'une activité déficitaire. La partie numéro 2, la période suspecte, pour Camille, l'action polienne, et la partie numéro 4, le nouveau moratoire sur les faillites. En ce qui concerne la partie numéro 1, le wrongful trading, donc, qui a été introduit en 2018 dans le nouveau code de droit économique, il s'agit de, comme son nom l'indique en anglais, de la poursuite d'une activité déficitaire. Au slide suivant, je reprends les 4 notions importantes et on va commencer par le principe. Qu'est-ce que la poursuite d'une activité déficitaire? C'est repris à l'article 227 du Code de droit économique, en abrégé CDE. Et effectivement, c'est une notion qui a été maintenant reprise dans le Code de droit économique, puisqu'elle faisait partie et l'objet d'une jurisprudence et d'une doctrine foisonnante, c'est-à-dire un créancier qui poursuivait une activité déficitaire et qui aurait dû savoir que la poursuite de cette activité déficitaire constituait une faute. Comme je vous reprends au point, c'est au point numéro 2, l'action en matière d'activité déficitaire poursuivie revient uniquement au curateur. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, et c'est pour un retour en arrière sur les notions du droit de la faillite, repris dans le Code de droit économique maintenant, c'est que quand vous êtes en état de cessation de paiement et d'ébranlement du crédit, le législateur donne ou impose à l'entreprise de faire aveu de faillite dans le mois de la cessation de paiement. Et c'est justement cette notion centrale de cessation de paiement qui a donné à une jurisprudence foisonnante que certaines entreprises poursuivaient leurs activités alors même qu'ils étaient en état de cessation de paiement, ce qui avait, et je reviendrai plus abondamment plus loin, 2 conséquences, soit d'augmenter le passif de la société au moment où ils tombaient véritablement en faillite, alors qu'ils auraient dû arrêter les activités bien plus tôt, ou alors diminuer l'actif de la société que le curateur désigné est chargé de réaliser. Au slide suivant, vous verrez, et ça se retrouve à l'article 227 du Code de droit économique, les conditions d'application cumulative pour l'exercice par le curateur de cette action, qu'à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait pas de perspective raisonnable de continuer l'activité. Évidemment, c'est quelque chose qui est éminemment difficile puisque, comme vous le savez, un entrepreneur ou un dirigeant ou un administrateur ne peut pas déposer le bilan ou faire aveu de faillite trop tôt non plus. Donc, il a l'obligation de prendre toutes les mesures pour sauver sa société, mais à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le moment charnière, au moment de la cessation de paiement où il n'y a plus d'espoir possible, il doit se rendre compte et il doit se rendre à l'évidence que la conduite et la poursuite d'une activité déficitaire amènera un préjudice encore plus important. Donc, pas trop tôt, mais pas trop tard, et ça, c'est l'objet de l'article 227 du Code de droit économique. Donc, la personne concernée, et ça, c'est une innovation par rapport à la jurisprudence passée, c'est que c'est la personne qui peut être tenue pour responsable solidairement de la conduite
déficitaire de la société peut être un dirigeant. Avant, on apostrophait uniquement les administrateurs. Ici, ça peut être un délégué à la gestion journalière, un dirigeant de fait, ou toute personne qui disposait à un certain moment du contrôle de la société. Et ça se retrouve également dans le texte de l'article 227, il faut que le comparatif, l'exemple qui est donné, et c'est ça qui est assez compliqué pour les juges amenés à statuer, c'est que c'est par rapport à un dirigeant, un administrateur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, et forcément dans des circonstances d'insolvabilité où parfois on se doit pour poursuivre l'activité de vendre des actifs assez rapidement pour essayer d'obtenir un prix moins mauvais. Le stress lié à la situation d'insolvabilité fait que a posteriori, quand le juge est amené à statuer sur le comparatif à l'administrateur prudent et diligent, il se fait qu'avec le recul, il se dit effectivement, dans cette situation, il n'aurait pas dû faire ça, mais quand on est dans le nez dans le guidon, évidemment, le recul et l'urgence, la pression des créanciers est telle qu'on fait parfois des actes qui pourraient a posteriori être considérés comme non responsables. C'est pour ça que aussi, il s'est repris également dans la doctrine autorisée, que le contrôle du juge et ce comparatif par rapport à l'administrateur prudent et diligent est marginal. Parce que évidemment, ça ne doit pas freiner, et si le contrôle du juge était trop invasif, l'entrepreneuriat est poussé à dissuader certaines périodes à certaines personnes à devenir administrateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun lien de causalité n'est requis. Le curateur ne doit pas prouver le lien de causalité entre la poursuite illicite de l'activité et le dommage. Donc, c'est à partir du moment où, à un moment X, de manière raisonnable, l'administrateur doit se rendre compte, là, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire, je dois déposer le livre, je dois faire aveu de faillite. À partir de ce moment-là, il faut voir quelle aurait été l'implication sur le passif, l'agrandissement du passif ou le fait que l'actif ait été rongé par l'activité déficitaire poursuivie. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle le déficit net de la masse, que je l'ai dit, deux formes de dommages, soit la masse, soit le passif s'est agrandi par la poursuite déficitaire, ou soit l'actif a été rongé. Ce dont je vous parlais évidemment précisément, c'était le pouvoir d'appréciation du juge pour effectivement se placer au moment où l'administrateur était à la barre et a continué son activité qu'il aurait dû cesser, puisqu'il était, et c'est ce qu'on essaye de fixer comme moment charnière, c'est la cessation de paiement. À partir du moment où il n'est plus en état de payer les dettes certaines liquides et exigibles, il doit déposer le livre, c'est ce que je vous expliquais au début de l'exposé. Et à partir du moment où il a été au-delà de cette date de cessation de paiement, le fait qu'il est poursuivi un peu après est toléré, mais à partir du moment où il se met la tête dans le sable et qu'il ne veut pas se rendre à l'évidence, là, il est question d'une poursuite, d'activité déficitaire. Au slide suivant, vous verrez que dans le cadre d'une PRJ, une procédure de réorganisation judiciaire, trois formes, comme vous le savez, généralement, et c'est la grande majorité en Belgique, par accord collectif, on pense, et à tort souvent, l'administrateur pense qu'en sollicitant le sursis auprès du tribunal, c'est-à-dire la protection de ses créanciers, le dirigeant pense qu'il a agi dans l'intérêt social de la société et qu'il ne peut plus être poursuivi par le curateur au moment de la faillite pour la poursuite d'une activité déficitaire. Mais une jurisprudence récente, pour l'instant isolée, mais je pense qu'il pourrait faire tache d'huile, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se met en protection vis-à-vis de ses créanciers qu'on agit nécessairement dans l'intérêt social, dans l'intérêt de la société. Si au moment où on sollicite
la protection de ces créanciers, on sollicite une PRJ auprès du tribunal et que celui-ci accorde cette protection, ça ne veut pas dire qu'à posteriori, au moment de la faillite, le curateur puisse se dire, mais au moment de la demande en PRJ, en fait, la situation était à ce point inéluctable qu'il devait déposer le livre et que la société ne pouvait pas poursuivre l'activité. Donc, c'est une situation assez particulière où on se retrouve devant un tribunal qui a accordé la PRJ et qui, au final, accorde la demande du curateur de condamnation pour une activité déficitaire, la poursuite d'une activité déficitaire. Ça, c'était pour la poursuite d'une activité déficitaire. Donc, bien faire attention à partir d'un moment où on doit se rendre à l'évidence qu'on doit déposer les armes et qu'on ne le fait pas, on risque une action du curateur. L'article 227. Maintenant, on arrive à une période qui est une période assez particulière et qu'on a tendance à oublier et qui pourtant est très très importante en période d'insolvabilité, c'est que on pense juste avant de déposer les livres et de faire aveu de faillite qu'on peut encore régler certains paiements au détriment régler certains créanciers au détriment d'autres. C'est très dangereux comme manière de fonctionner. C'est pour ça qu'il est important de rappeler aux dirigeants que quand on est en situation d'insolvabilité, de bien peser et de bien voir à qui vous faites les paiements et surtout de ne pas le faire de manière flagrante au détriment de certains créanciers. Donc la période suspecte, elle est reprise et c'était déjà repris dans l'ancienne loi des faillites de 1997, maintenant dans le code de droit économique, aux articles 20, 111, 112 et 113. La définition de la période suspecte, c'est entre la cessation de paiement, entre le moment de la cessation de paiement, donc on n'est plus à même de faire face à ces obligations d'être certaines liquides exigibles, comme j'en parlais au début de mon exposé. Donc pour les plus initiés, c'est les articles 99 et 102 du livre 20. Et le jugement déclaratif de faillite. Effectivement, dans un monde idéal, au moment de la cessation de paiement, il y a faillite et il y a un jugement immédiat. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde idéal et à partir du moment où vous faites aveu de faillite et le moment où la faillite est prononcée, le tribunal doit voir si le jugement déclaratif de faillite correspond bien au moment de la cessation de paiement. Et il y a une possibilité, donc la cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, mais ce n'est pas toujours, et même très souvent, conforme à la réalité. C'est-à-dire qu'au moment du prononcé du jugement déclaratif de faillite, la cessation de paiement a eu lieu bien avant. Et donc c'est pour ça que le tribunal, et c'est repris dans le texte, peut avancer dans son jugement déclaratif de faillite le moment de la cessation de paiement. Lorsque, et là il y a deux conditions, c'est que des circonstances sérieuses et objectives indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement déclaratif de faillite. Et il peut revenir, c'est ça qui est important, c'est que quand on sait qu'on est dans une situation d'insolvabilité, qu'on va faire aveu de faillite, on doit être prêt à ce que le tribunal et le curateur en particulier puissent revenir jusqu'à 6 mois avant le jugement déclaratif de faillite. Et là, et c'est là tout l'intérêt de la deuxième partie de notre exposé, que certains actes pris en fraude en fait des droits de certains créanciers peuvent être rendus inopposables et donc contestés par le curateur qui agit, comme vous le savez très bien, dans l'intérêt de la masse et de tous les créanciers en vue de les désintéresser. Et donc en fait, ce curateur désigné dans le jugement déclaratif de faillite peut revenir 6 mois au préalable et voir si certains actes ne peuvent pas être rendus inopposables pour, d'une part, augmenter l'actif et récupérer certains actifs dont le failli s'était volontairement ou pas dessaisi et les faire revenir dans la masse.
Donc la sanction et l'objectif de ces 3 articles, c'est la non-opposabilité à la masse de certains actes effectués en fraude des droits des créanciers. Et donc pour ça, le curateur dispose de 3 outils à sa disposition pendant la période suspecte. Vous verrez, c'est les articles 111, 112 et 113. Je vais les parcourir rapidement avec vous. Le but, surtout, c'est que, pas que vous les connaissiez par cœur, etc., et d'être conscient des possibilités qui sont offertes au curateur. Parce que souvent, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, ce n'est pas une critique du tout sur les curateurs qui ont beaucoup de travail, mais il est bien que certains créanciers soient au courant de leurs droits et sur les actions que le curateur peut entreprendre. Donc, le but ici de l'exposé est d'éventuellement, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, rappeler au curateur les options qui lui sont offertes pour refaire revenir dans la masse certains actes qui ont été accomplis en période suspecte. Donc, que vous soyez, entre guillemets, derrière le curateur pour voir qu'il puisse réaliser au maximum l'actif à sa disposition et éventuellement faire revenir certains actifs dans la masse. Les articles 111, 112 et 113. Donc, l'article 111, il est assez, je veux dire, il tombe sous le sens, mais c'est bien de le rappeler, c'est qu'effectivement, sont inopposables à la masse lorsque ce sont des actes qui ont été faits accomplis par le débiteur à une époque déterminée, comme étant celle de la cessation de ces paiements, c'est-à-dire que le tribunal, par exemple, a estimé que la date du jugement de déclaration de faillite ne correspondait pas à la date de cessation de paiement et donc a, par exemple, reculé cette date de cessation de paiement. Et là, le curateur s'aperçoit, ou un créancier, et il en avise le curateur, que certains actes ont été commis, par exemple, ont été entrepris ou à titre gratuit. Et donc, en fait, c'est par exemple des donations, typiquement des donations qui ont été faites vite, avant l'aveu et en fraude des droits forcément des créanciers et souvent même contraire à l'intérêt social de la société qui fait aveu de faillite. Ce sont les actes à titre gratuit ou alors des paiements de dettes non échues sont effectués alors que donc il anticipe et parfois on est dans un cas assez pratique où un dirigeant va payer des emprunts bancaires qui ne sont pas encore arrivés à échéance, mais pour lesquels il s'est lui-même porté caution. Et donc, il a un intérêt à désintéresser la banque pour ne pas être apostrophé par la suite après. Et s'il s'il entreprend de telles démarches, il doit bien savoir que ce genre d'actes peuvent être rendus a posteriori inopposables et donc les paiements qui auraient été effectués pour que lui à titre personnel ne soit pas apostrophé, soit le curateur puisse solliciter le remboursement auprès de l'institution bancaire par exemple. Ou alors des hypothèques conventionnelles qui ont été constituées sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées, mais ça j'y reviendrai plus tard. Je vais accélérer parce que je vois que je suis un peu en retard. Mais donc l'article 111, effectivement, et c'est logique, c'est quand on parle d'actes à titre gratuit, donc ce sont des dons manifestement déséquilibrés, des paiements et de modes de paiement anormaux et des sûretés conventionnelles relatives à des dettes antérieurement contractées. Il faut bien entendu, et c'est aussi, ça tombe sous le sens, que les actes dont le curateur sollicite l'inopposabilité et causer un préjudice à la masse, puisque le but et la fonction première du curateur est de pouvoir désintéresser au maximum les créanciers. Vous avez des exemples d'actes à titre gratuit, le point 1 de l'article 2011. Il faut bien faire attention, ce sont des dons, des prêts à titre gratuit, donc des actes manifestement déséquilibrés, par exemple une réduction de capital quand on exonère l'obligation de libérer les actions, un cautionnement sans contrepartie, etc. Typiquement, et je reprends ça comme exemple, la vente d'un bien immobilier à moitié de sa valeur estimée. Évidemment, on se rapproche
du jugement déclaratoire de faillite. Et c'est à partir du moment de ce jugement déclaratoire de faillite qu'on estimera à combien était la valeur, entre guillemets, normale du bien immobilier. Et si, par exemple, 15 jours pendant la période suspecte, le bien a été vendu à la moitié de son prix, cette vente peut être déclarée inopposable, ce qui permettra de faire revenir le bien immobilier dans la masse et au créancier de pouvoir le vendre, au curateur, pardon, de pouvoir le vendre à un prix bien supérieur auquel il avait été vendu précédemment. Les paiements anormaux, et ça c'est un conseil, vous verrez dans les recommandations en fin d'exposé, que de ne pas changer, et ça c'est pour les dirigeants d'entreprise, de changer de mode de paiement. Si à partir d'un moment on paye toujours par virement bancaire, si on se met à payer en cash, forcément ça va alerter le curateur et ces modes de paiement et ces paiements anormaux pourront être déclarés inopposable. Évidemment, on prend aussi, vous verrez dans les slides, plus calmement qu'effectivement des sessions de créance effectuées en période suspecte sont régulièrement, et c'est souvent pour une critique de l'administrateur en question, mais sous la pression de créanciers très insistants qui veulent être payés rapidement pour éviter le concours avec d'autres créanciers, surtout les créanciers qui ne disposent pas, qui ne sont pas privilégiés, qui ne disposent pas d'une sûreté, mais et c'est la réalité, ils mettent une pression assez importante sur le débiteur aux abois qui parfois commet des actes comme un peu dangereux dans une période de stress qui sont après coup déclarés inopposables par le curateur. Donc c'est très important de savoir quand vous êtes en procédure d'insolvabilité, quand vous devez introduire votre déclaration de créance dans Rexol, donc le registre électronique de déclaration de créance maintenant, que vous fassiez l'exercice entre et vous posiez à votre conseil la question de savoir entre la date du jugement déclaratif de faillite et la date de cessation de paiement, si elle est reculée par le tribunal, de voir et de faire l'exercice de savoir quels ont été les actes posés par le débiteur pour voir si certains n'ont pas été faits à la va-vite et en fraude de vos droits en qualité de créancier. Je vais accélérer en ce qui concerne les dettes antérieurement et les constitutions de sûreté. Donc effectivement, ça semble tout le sens aussi que certaines sûretés peuvent être déclarées inopposables à partir du moment où elles ont été constituées en période suspecte. Donc les actes posés et la sanction, c'est à l'initiative du curateur, c'est qu'ils sont rendus inopposables. On fait revenir l'objet de certains actes dans la masse et pour permettre au créancier de pouvoir les réaliser mieux lui-même, le curateur de les réaliser mieux lui-même. Donc, à partir du moment où il y a un acte qui a été réalisé en fraude, il y a une présomption de préjudice à la masse. Donc, le créancier doit cependant prouver que l'acte attaqué n'a pas affecté la masse. C'est qu'effectivement, on retourne quand on sollicite une opposabilité. Effectivement, on doit pouvoir montrer que ça a agrandi le passif et ça a surtout affecté nos droits de créancier. Donc, il n'y a pas d'automatisme, mais vous verrez, ça c'est différent de l'action en poursuite d'activité déficitaire. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas d'obligation du curateur d'introduire une telle action. C'est pour ça qu'il faut, et si vous êtes conscient de certains actes effectués à la va-vite par le débiteur, alerter le curateur et l'inciter à entreprendre ce genre de démarche. Donc la sanction, effectivement, c'est inopposable. Donc la personne ayant bénéficié de l'action du débiteur doit rembourser ou alors restituer les biens reçus qui ont été déclarés inopposables. L'article 112, là, dans l'article 111, on était pour les actes à titre gratuit. Ici, on est
pour les actes, dans le cadre d'actes effectués à titre onéreux et pour lesquels la partie qui a traité avec le débiteur avait connaissance de la cessation de paiement du débiteur. Donc, c'est typiquement dans une situation où on est vraiment au moment, quasiment au moment du dépôt de bilan, de l'aveu, et là, un créancier en mettant une pression importante sur le débiteur à titre onéreux, et il sait que la situation va dégénérer, profite de cette situation où le débiteur est aux abois pour obtenir souvent à vil prix quelque chose auquel il n'aurait pas eu droit dans le cadre d'un concours, par exemple, ou dans le cadre d'une situation qui n'était pas une situation d'insolvabilité. Donc, c'est les conditions d'application, c'est que effectivement, c'est au moment où on est en période suspecte, c'est-à-dire entre la période entre la cessation de paiement et le jugement déclaratif. L'acte a été commis à titre onéreux, ce sont des paiements volontaires, des exécutions forcées après saisie, location d'un immeuble à vil prix. Et donc, ce dont je parlais, c'est que la partie co-contractante, donc qui a bénéficié, qui a abusé de la situation de faiblesse du débiteur, il avait connaissance de la cessation de paiement au moment de la réception du bien ou du paiement. Évidemment, c'est une évaluation factuelle qui est effectuée a posteriori avec les problèmes probatoires que vous imaginez, de devoir prouver la connaissance de la partie contractante de la cessation de paiement du débiteur, ce qui n'est pas évident, bien entendu. Et avec comme conséquence de prononcer l'inopposabilité de cet acte effectué en fraude des droits. Donc, le moment pertinent, forcément, est pour la connaissance de la cessation de paiement, c'est au moment où il reçoit le bien, au moment où il bénéficie entre guillemets, du service ou de l'acte ou du bien délivré par le débiteur aux abois. C'est une simple connaissance, donc on n'exige pas une mauvaise foi ou une intention frauduleuse. Mais par contre, ce que je disais au niveau probatoire, c'est assez compliqué, c'est qu'il faut qu'on puisse prouver que la connaissance était précise et certaine. Donc, la charge de la preuve incombe au curateur qui veut et qui vise à rendre inopposables certains actes. Ce que je vous disais, l'acte relevant du champ d'application de l'article 20.112, la charge de la preuve qui est assez compliquée, incombe au curateur. Inopposabilité à la masse est facultative, donc ce n'est pas une action qui est imposée et automatique. Il faut le solliciter, il faut que ce soit, donc le curateur doit prendre l'initiative, éventuellement à la demande d'un des créanciers qui estime qu'ils ont été préjudiciés, et surtout, facultative, on entend par quoi, c'est que le juge dispose d'une marge d'appréciation et de dire éventuellement, non, je suis désolé, même après examen du dossier au moment du litige dans lequel le curateur sollicite la non-opposabilité, je dis, écoutez, je dispose d'une marge d'appréciation, par exemple, il n'y a pas de préjudice pour la masse. Par exemple, c'est-à-dire que le prix payé par le contractant est suffisant ou raisonnable, ou par exemple, une autre possibilité de débouter le curateur, c'est qu'il n'apporte pas la preuve de la connaissance par le contractant de la cessation de paiement du débiteur. Et je vais être bref ici au niveau des constitutions des hypothèques en période suspecte. Donc évidemment, le but n'est pas d'aggraver et de rendre certains créanciers plus privilégiés dans une période tout à fait spéciale, c'est-à-dire la période suspecte, et de jouer avec ça. Et donc, ce que la loi a prévu, c'est que les inscriptions, les enregistrements pris postérieurement à l'époque de cessation de paiement, c'est-à-dire en période suspecte, peuvent être déclarés inopposables s'il est écoulé plus de 15 jours entre la date de la constitution de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription au droit ou de l'enregistrement, pardon. Donc, c'est par exemple
on est dans des situations où, pour être concret, ou un brasseur ou une période, et c'est souvent le cas en période de PRJ, où on est dans une situation tendue au niveau de la trésorerie. On est protégé de ses créanciers, mais pas pendant la période de sursis. Et là, certains brasseurs sollicitent et mettent la pression pour obtenir certains gages encore alors que la situation est très difficile et que le débiteur n'a pas d'autre choix d'accepter avant, par exemple, de se voir livrer la bière ici ou quelque autre service. Effectivement, donc ça, ce sont l'article 113 et les inscriptions d'enregistrement d'hypothèque. Et là, et contrairement à l'article 112, il n'y a aucune connaissance de la cessation de paiement ou d'une quelconque intention frauduleuse qui est requise. L'intention frauduleuse, Camille y reviendra tout à l'heure, dans le cas d'une action polluée. Donc effectivement, non-opposabilité à la masse est facultative, ça veut dire qu'effectivement le curateur doit prendre l'initiative de solliciter cette non-opposabilité de la constitution d'un gage ou d'une hypothèque. Et il faut encore, l'initiative d'un chef du curateur, et il faut encore que le juge l'accorde et dispose d'une large marge d'appréciation. Évidemment, le but et la ratio legis de cette disposition est d'éviter une apparence de solvabilité, de constituer un gage, une hypothèque et de ne pas procéder à l'enregistrement de ce gage ou de cette hypothèque pour faire semblant qu'on est dans une situation de solvabilité. Vous verrez de manière schématique les trois cas de figure qui ont été abordés ici en période suspecte. Donc, j'insiste sur cette notion. Donc, entre le jugement déclaratif de faillite, on peut revenir jusqu'à 6 mois avant, et juste pour permettre d'établir la date de cessation de paiement. Et là, pendant cette période pré-jugement déclaratif de faillite, les actes effectués par le débiteur aux abois peuvent être screenés, peuvent être observés attentivement avec des possibilités de faire revenir dans la masse certains actes que le curateur ou des créanciers estimeraient avoir été effectués en fraude de leurs droits. Les articles 111, 112 et 113 sont repris avec les différentes conditions et de savoir est-ce que, mais ça je vous lirai lire par la suite, ça nécessite une connaissance ou pas du co-contractant, par exemple, de l'association de paiement dans le chef du débiteur. Est-ce qu'il y a une marge d'appréciation du tribunal ou pas, etc. etc. Les conseils et les recommandations, forcément, ça tombe sous le sens de vigilance. À partir du moment de monitorer, c'est quelque chose qui malheureusement ne se fait pas encore très souvent, de monitorer les contractants avec qui on est en relation d'affaires, surtout quand les délais de paiement sont assez longs. Il y a différents outils, évidemment. Il y a des enquêtes de solvabilité par huissier de justice, il y a les rapports Gredon, etc., etc. Registre des saisies qui sont publiques. Donc, il y a pas mal d'informations publiques qui sont disponibles et sur lesquelles on peut se baser pour voir dans quel état de santé financière se trouve une partie avec qui vous faites des affaires. Il faut aussi rester réaliste et c'est pour ça qu'un administrateur averti en vaut deux. À partir du moment où on se trouve dans une situation très tendue au niveau de la trésorerie, au niveau on est dans un risque d'insolvabilité, le débiteur aux abois est soumis à une grande pression de ses créanciers qui réfléchissent en disant voilà, je vais essayer d'obtenir quelque chose plutôt que rien du tout après dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, dans le cadre du concours, dans le cadre d'une faillite, puisque très souvent, et malheureusement c'est la réalité, seuls les créanciers privilégiés sont désintéressés. Les créanciers privilégiés sont généralement l'ONSS, la TVA, l'administration fiscale et les travailleurs. Et c'est souvent à partir du moment où ces créanciers privilégiés-là, parfois un bailleur qui dispose du privilège du bailleur,
sont payés. Il ne reste plus rien, malheureusement, comme actif à répartir, et les créanciers chirographes, c'est-à-dire non privilégiés, n'ont plus rien. Donc, ce qui pousse certains créanciers à être très agressifs et très insistants quand ils sont dans une situation d'insolvabilité de leur contractant, mais ils doivent être bien conscients que leur insistance peut amener parfois des risques d'inopposabilité si cette action est diligentée après par le curateur. Éviter les modes de paiement alternatifs, là on se base dans le chef du débiteur aux abois. Forcément, les voyants vont être signalés chez le curateur s'ils remarquent que dans la conduite de ces affaires, on a toujours privilégié un certain mode de paiement et que par le plus grand des hasards, 2 mois ou 15 jours avant la date de l'aveu de faillite, on a privilégié d'autres manières de payer. Évidemment, au niveau de la correspondance, de bien voir, de faire attention au niveau probatoire, parce que c'est ce sur quoi le curateur va se baser. Un exemple concret aussi dans nos recommandations, c'est évidemment la question de savoir est-ce qu'un dirigeant peut encore se payer alors qu'il est dans une situation d'insolvabilité. Forcément, rien ne l'interdit, mais il faut voir si le fait de se payer n'est pas constitutif d'une faute, si par exemple il s'accorde des tantièmes, des bonus, des dividendes, alors qu'il n'est pas en état de payer ses propres travailleurs. Ce mode de gestion va forcément être mis en cause par le curateur. Au niveau des sûretés, c'est ce que je reprenais avant mon exposé. Il faut être réaliste pour le passé. Évidemment, établir une sûreté avant d'accorder un crédit, bien faire un screening sur les sûretés déjà applicables et déjà existantes avant d'en accorder, et effectuer l'inscription à temps, puisque si on dépasse le délai de 15 jours, elle peut être déclarée inopposable. Donc voilà, je vais passer la parole à Camille et je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour tout le monde. Nous arrivons donc à la troisième partie de ce webinaire qui consiste en l'action polienne. L'action polienne existe en droit commun, mais aussi spécifiquement dans le droit de la faillite, c'est-à-dire dans l'article 20.114 du Code du droit économique, qui dit que tous les actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. Donc, le principe de l'action polienne de la faillite est que le curateur peut contester les actes ou les paiements effectués avec un préjudice frauduleux aux droits des créanciers, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. Donc, également, des actes en dehors de la période suspecte sont donc visés par l'article 20.114 du Code du droit économique. Les restrictions de la période suspecte, comme dans les articles 111 jusqu'à 113, ne s'appliquent pas ici. Aussi, ici, seul le curateur peut introduire l'action, ce qui la distingue de l'action polienne en droit commun. La charge de la preuve du curateur sera assez élevée et habituellement, l'action polienne est utilisée pour les actes effectués avant le moment de la cession de paiement et pour les actes non contestables sous les articles 111 jusqu'à 113 du livre 20 du Code du droit économique. Cependant, les actions poliennes simplifiées de l'article 111 jusqu'à 113 du livre 20 sont donc une source d'inspiration pour déterminer ce qui peut être anormal éventuellement pour un débiteur en faillite. Mais quelles preuves le curateur doit-il réellement apporter? La première condition d'application est l'élément subjectif du failli. Donc, le curateur devra apporter la preuve que l'acte était anormal et que le failli savait au moment de l'acte contesté que les intérêts des créanciers seraient lésés.
Pour évaluer si une action est normale ou non, les circonstances concrètes telles que la nature de l'action, le moment et la rapidité avec laquelle elle a été exécutée sont prises en compte. Voici quelques critères permettant d'évaluer si un acte est anormal ou non. Premièrement, l'équivalence des performances. Naturellement, un acte qui a été fait avec une partie adverse co-contractante inégale est plus suspect qu'un acte équilibré. Deuxièmement, le degré d'obligation légale. Donc, les actes obligatoires sont évidemment moins suspects que les actes volontaires ou que les actes dérogatoires ou même interdits. Il faut noter que la plupart des actions suspectes sont aussi des actes intrinsèquement interdits et sont par conséquent les plus suspects. Puis troisièmement, le lien de contrôle entre le débiteur et les tiers, comme par exemple si une société fait un don à son administrateur, ceci pourrait être considéré comme assez suspect. Finalement aussi, la précipitation ou la discrétion avec laquelle l'acte a été effectué est une critère assez important, comme par exemple une société qui va donner un don à son administrateur, mais qui le fait d'une manière déguisée. Il est en outre à noter que le caractère anormal et la connaissance d'un préjudice sont des vases communicants, en ce sens que de moins en moins d'actes sont autorisés à mesure que le risque d'insolvabilité augmente. Plus ce risque augmente, plus les actes seront qualifiés comme anormaux. Ensuite, s'il ressort des circonstances concrètes que l'action est parfaitement normale, elle peut toujours être contestée via l'action polienne, mais dans ce cas, le curateur devra prouver l'intention frauduleuse, ce qui implique la puissance de toute justification légitime. La deuxième condition d'application de l'action polienne est le préjudice à la masse. On peut distinguer trois grands types de préjudice à la masse, c'est-à-dire premièrement l'appauvrissement. Sont visés particulièrement sont des actes qui tendent à rendre la masse ou l'assiette saisissable la plus petite possible. Les exemples classiques sont un don, un loyer manifestement trop élevé, mais aussi par exemple la scission d'une société débitrice par laquelle les actifs sont déséquilibrés entre les sociétés acquéreuses. Deuxièmement, une forme plus subtile du préjudice est le préjudice par empêchement. Pour un désavantage ou préjudice à la masse, il suffit que les possibilités de recours du créancier soient rendues plus difficiles, sans nécessairement appauvrir le débiteur. Par exemple, le transfert de biens facilement saisibles, comme une voiture, même si le transfert a été effectué à un prix normal, le recours du créancier est ainsi limité par le fait qu'il est par exemple plus difficile de recouvrer une somme d'argent qu'une voiture ou un bien immobilier. Un troisième type de préjudice à la masse est la modification de l'ordre du rang des créanciers. Ceci veut dire que certains créanciers seront favorisés au détriment des autres créanciers, par exemple en faisant des paiements sélectifs ou un octroi de sûreté en faveur d'un créancier particulier. Ici aussi, l'actif net du débiteur ne se détériore pas nécessairement. Le créancier payé obtient des biens du débiteur, mais en même temps, sa créance, donc un passif du failli, disparaît également. Le problème est que ce créancier particulier est payé en totalité, alors que ce n'est pas nécessairement le cas pour les créanciers restants. Toutefois, si les actifs du créancier présentent un déficit, le créancier
impayé devra supporter une partie de ce déficit proportionnellement à sa créance, alors que le créancier qui a été payé auparavant y échappera. Par conséquent, il est important que les créanciers, il est important, à souligner que les créanciers qui savent que la valeur nette de leur débiteur est négative sont incités à recouvrir leur dette le plus rapidement possible. Donc, chacun veut éviter naturellement d'être le dernier à pouvoir encaisser. Voilà, nous sommes arrivés à la troisième condition d'application de l'action polienne, et c'est la mauvaise foi de la partie co-contractante. Il s'agit de la notion de mauvaise foi au sens objectif du terme. Il veut dire que, afin de pouvoir appliquer l'article 114 du livre 20 du Code du droit économique, pour les actes à titre onéreux, il est requis que l'autre partie co-contractante soit de mauvaise foi. À cet égard, la Cour de cassation a décidé qu'il était suffisant que le curateur prouve que l'acte était anormal et que le débiteur a agi en sachant qu'il porterait préjudice au créancier. Par contre, pour les actes à titre gratuit, la mauvaise foi ne sera pas requise et donc l'action polienne pourra plus facilement être appliquée. La quatrième et la dernière condition sera l'antériorité, une condition qui sera assez facilement remplie, notamment car il suffit de dire qu'une créance appartient à la masse qui existait avant l'acte contesté. Voilà finalement maintenant les sanctions de l'action polienne. À nouveau, ce sera l'inopposabilité à la masse. L'action polienne est introduite contre la partie co-contractante et donc le débiteur ne doit pas être impliqué dans l'affaire. L'acte contesté sera inopposable à la masse, comme notamment dans les articles 111 et 113 du livre 10 du Code du droit économique. Et par conséquent, comme déjà expliqué par Benjamin, la masse peut avoir un recours sur le bien qui a été transféré à l'autre partie, comme s'il se trouvait encore dans la masse. Il y a aussi un droit à la restitution, ce qui veut dire que la contrepartie de l'acte inopposable doit être restituée ou indemnisée. Important aussi, c'est que l'inopposabilité profite à tous les créanciers. Donc, une action polienne réussie, entre guillemets, est également au profit des créanciers dont les droits sont nés après le préjudice frauduleux. Ceci découle du caractère indivisible de la masse. Finalement, aussi pour l'action polienne, il n'y aura pas de marge d'appréciation pour le juge, ce qui veut dire que si le curateur a pu prouver que les conditions que j'ai expliquées ici avant étaient remplies, l'acte contesté doit nécessairement être déclaré inopposable. Voilà, à nouveau, vous verrez le schéma que nous avons montré déjà avant, mais ici on a ajouté l'article 114 du livre 20 du Code du droit économique. Ceci démontre un bel aperçu des risques potentiels pour le débiteur qui vacille ainsi que pour son créancier. Vous verrez peut-être que les différences les plus flagrantes pour l'action polienne vis-à-vis des utiles pendant la période suspecte, donc les articles 111 jusqu'à 113 du Code du droit économique, sont d'abord l'exigence d'une mauvaise foi et deuxièmement qu'il n'y a pas de marge d'appréciation pour le juge comme dans l'article 111 du livre 20.
Voici, nous terminerons par un sujet d'actualité comme déjà annoncé par Benjamin, et c'est le nouveau moratoire sur les faillites suite à les mesures sanitaires du Covid-19, dont vous avez probablement déjà entendu parler, malheureusement. Donc, pendant la première vague du Covid-19, le gouvernement a annoncé un moratoire sur les faillites et les saisies qu'elle a introduit par l'arrêté royal du 24 avril 2020. L'arrêt royal met en place un moratoire temporaire pour toutes les entreprises dont la continuité est menacée par les nombreuses mesures de la crise et qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, bien connue comme la date du début du confinement. Donc, une société, à ce moment-là, ne pouvait pas être déclarée en faillite par situation, ou elle pouvait être déclarée en faillite par situation, mais que si l'initiative avait été prise par le ministère public ou l'administrateur provisoire, ou alternativement, la société pouvait elle-même naturellement accepter la faillite. L'obligation de faire aveu de la faillite a cependant été suspendue lorsque le respect des conditions de la faillite était le résultat de la crise sanitaire. Et de plus, les possibilités de saisie étaient aussi suspendues, sauf pour les saisies de biens immobiliers. Maintenant, malheureusement, nous sommes arrivés dans la deuxième vague du Covid-19 et le 6 novembre 2020, donc assez récemment, le gouvernement a annoncé un nouveau moratoire. Mais important, c'est que le champ d'application sera plus limité, c'est-à-dire que le moratoire s'appliquera que sur les entreprises qui sont obligées de fermer suite à la crise sanitaire. Mais ce moratoire s'appliquera normalement jusqu'au 31 janvier 2021. Malheureusement, aucun arrêt royal n'a été publié à ce jour, donc il ne peut pas encore être appliqué en ce moment. Nous suivrons bien sûr ceci de près et dès que l'arrêt royal sera publié, une mise à jour apparaîtra sur notre site internet que vous pouvez conseiller à tout moment. Voilà, merci beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je dirais que c'est arrêté royal et c'est parti, j'ai donné le dernier slide, désolé. Je ne sais pas pour voir les questions. Ah oui, on peut voir. Il n'y a pas encore de questions, je pense. Il y a aussi moyen de les envoyer par email éventuellement après. S'il n'y en a pas, je propose d'en arrêter là. Mais en tout cas, un tout grand merci pour votre présence. Si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer un email. On se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà. Bah, écoutez, une bonne journée. Prenez bien soin de vous et des autres, comme on dit. Une bonne après-midi. Au revoir.